Bonjour à toutes et tous, bon matin. Stéphane Roche, donc, prof à l'Université Laval et co-responsable, co-animateur avec Christophe Abrassard de l'Axe Sobriété numérique et transition socio-écologique de l'Obvia, qui sommes à la fois honorés et heureux d'avoir participé à l'organisation de ce colloque. Donc, début de la deuxième journée, donc je tenais à la fois vous accueillir, vous souhaiter la bienvenue et remercier celles et ceux qui étaient là hier et qui ont été assez résilients et résilientes pour être là encore aujourd'hui, puis celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour cette deuxième journée. Je voulais juste donc vous saluer et puis inviter François Bourde du collectif numérique responsable et soutenable, qui est un partenaire de l'Obvia et qui va dire quelques mots pour présenter une initiative de trophée numérique responsable et soutenable. Après quoi, excuse-moi François, après quoi je vais inviter Martin Desron et l'ensemble des panélistes dont je fais partie de ce premier panel du matin. Et donc Martin viendra vous présenter un peu l'organisation de ce panel. Donc François. Merci, bon matin à toutes et à tous. Très rapidement, je représente le collectif numérique responsable et soutenable au Québec. Notre mission, c'est de faire un peu rayonner l'écosystème québécois, puis de faire monter en conscientisation les sujets du numérique responsable et soutenable. Donc on est des très très grands fans de l'Obvia, qu'on remercie énormément pour la qualité de l'événement, autant d'hier qu'aujourd'hui, c'est sûr. Très rapidement, notre initiative s'appelle les trophées NRS, donc toujours pour numérique responsable et soutenable. Et l'idée, c'est de mettre en valeur des initiatives québécoises via des trophées, donc en sélectionnant des lauréats sur 4 catégories, donc des expériences numériques éco-conçues. La deuxième catégorie, c'est marketing durable. Troisième catégorie, c'est tout ce qui est IA responsable et IA soutenable. Et la quatrième catégorie, c'est en lien avec l'éthique et sociale, donc fracture numérique et accessibilité. Donc si vous connaissez des projets ou si vous êtes vous-même porteur ou porteuse de projets en lien avec ces sujets, vous pouvez venir me voir. On accueille ou on accepte des projets qui viennent autant des entreprises que des OBNL, que des projets de recherche. Donc si ça vous intéresse, la date limite pour déposer vos dossiers est la semaine prochaine, donc le vendredi prochain. Donc vous avez encore une dizaine de jours. Les dossiers on n'est pas hyper exigeants, c'est notre première édition, donc on cherche beaucoup de projets et puis on va être assez flexible par rapport à ça. Donc en tout cas, si vous connaissez des projets québécois qui méritent d'être valorisés et qui auraient un potentiel d'inspirer l'écosystème, venez me voir et je vous remercie de ce petit temps de parole improvisé. Merci Stéphane, puis Martin, je crois que c'est à toi. Ça, je fais le maître de cérémonie en même temps. Est-ce que nos micros sont... Oui, parfait. Bonjour tout le monde. Merci d'être là avec nous dès ce matin. Super. On va pas avoir de diapositives aujourd'hui, donc il va falloir être un petit peu plus attentif. Peut-être on va essayer de capter votre attention davantage par notre éloquence. Je vous invite, chers panélistes. Donc, pour faire le lien entre la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui, pour celles et ceux qui peut-être n'ont pas eu la chance de venir ou d'assister à toutes les séances, on a vu, comme vous l'avez certainement vu sur le programme, on a essayé d'étudier aujourd'hui les dynamiques que l'on observe dans le numérique, dans l'IA, sous la perspective environnementale principalement, mais pas que. Donc globalement, les dynamiques vont pas très bien, hein, on ne va pas se cacher, tant du côté des terminaux, comme nous le présentait Marie-France, que des centres de données, comme le présentait Alex ou Alexandre. On est sur des perspectives de croissance rapide, hein, relativement inquiétantes à cet égard. Puis, donc ça c'est ce qu'on a vu dans la session 1. Dans la session 3, on a vu que les réponses classiques à ces enjeux, que ce soit des appels à plus d'optimisation ou plus d'efficacité, se heurtent à un certain nombre de limites. Hein. On a parlé à plusieurs reprises de l'effet rebond. On a également vu que ce n'est pas le seul. On parle des fois d'effet d'accélération, de recarbonation. Qu'on voit aujourd'hui que même s'il faut s'attaquer de toute urgence à ces dynamiques-là qui sont insoutenables, bien, on voit que c'est peut-être pas suffisant de le faire de cette manière-là, qu'il faut peut-être élargir un petit peu notre réflexion et la manière dont on cherche à travailler sur ces questions-là, ou en tout cas à s'attaquer à ces effets. La session 2, entre la session 1 et la session 3, a ouvert un petit peu plus ces perspectives. Elle nous a rappelé que le numérique ne peut pas être étudié en silo.
notamment avec l'IA aujourd'hui, qui prend le caractère d'une technologie générale ou une technologie habilitante dont l'influence dépasse largement sa propre empreinte. Et en ce sens, quand on parle de la responsabilité environnementale de l'IA ou du numérique, il faut aussi prêter attention à comment est-ce que ces technologies viennent influencer d'autres secteurs, voire d'autres systèmes de notre système, comme la démocratie, comme le droit, le cadre réglementaire, mais également nos territoires, avec toute la perspective des luttes territoriales contre les centres de données qu'on a vu également. Donc, compte tenu de l'insoutenabilité des trajectoires environnementales actuelles, il est important de s'attaquer à réduire ces effets, mais également d'envisager d'autres façons de faire du numérique, d'autres façons de faire de l'IA, il faut pouvoir re-questionner justement les trajectoires dans lesquelles nous sommes embarqués et de pouvoir envisager de créer des perspectives qui sont, elles, compatibles avec cet horizon de la transition socio-écologique. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire aujourd'hui. On va avoir une deuxième journée qui est davantage consacrée sur cette question des alternatives. Donc, on parle parfois d'alternatives socio-techniques au sens où on va vous présenter d'autres façons de faire du numérique, mais également des formes de numérique qui seraient compatibles avec d'autres formes d'organisation de la société. Donc, on va plonger là-dedans. Ce matin en particulier, on va avoir une première discussion ici sur comment est-ce qu'on peut envisager des alternatives socio-techniques du côté de l'offre. Donc, tout ce qui est des cadres réglementaires, des normes, voir ce qui se fait du côté de l'approche, même de l'enseignement. Et ensuite, on aura en deuxième partie de cette matinée, on va avoir une autre conversation, cette fois du côté des communs, donc des initiatives peut-être un peu plus sur le terrain, collectives, participatives. Donc, vous allez pouvoir avoir ces deux conversations, en fait, si vous voulez, pour vous donner différentes facettes de ce qui se passe dans ce domaine. J'ai déjà parlé très longuement, donc je vais vous présenter les panélistes qui vont discuter cette première conversation avec vous ce matin. On a Stéphane Roche, juste là, que vous avez certainement entendu hier si vous étiez présent et présente. Stéphane Roche est professeur titulaire au département de sciences géomatiques de l'Université Laval. Il est également directeur de l'Institut en environnement, développement et société, l'Institut EDS, et co-responsable de l'axe sobriété numérique et transition socio-écologique à l'Obvia. Merci d'être avec nous, Stéphane. Merci. Nous avons également en ligne Anne-Laure Ligoza, qui est, et vous la voyez, parfait, professeure en informatique à l'École nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise, et également professeure au laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique, tous deux situés autour de Paris. Ces thématiques de recherche concernent les impacts environnementaux du numérique et en particulier de l'intelligence artificielle. Bonjour Anne-Laure, merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Super. Puis finalement, nous avons Philippe Terrier, juste ici, qui est professeur à l'École de technologie supérieure et le cofondateur du laboratoire d'ingénierie pour le développement durable. Il se spécialise en ingénierie durable, en biomimétisme et dans l'approche low-tech. Donc, je suis ravi d'avoir Merci de travailler avec nous, excuse-moi. Ravi d'avoir ce panel ici qui va être, je pense, très complémentaire pour aborder cette question complexe, mais à partir d'angles très, très divers. Stéphane, on va commencer avec vous. Quand on pense aux grands usages du numérique, aux grands usages de l'IA au service de la transition socio-écologique, on en a abordé quelques-uns hier avec Alex, en recherche très spécifique sur la découverte de nouveaux matériaux, pour les batteries, pour la recherche médicale. Un des cas d'usage qui est le plus répertorié, c'est également tout ce qui est modélisation climatique. On se dit, on a besoin de plus en plus de puissance de calcul pour avoir des meilleures données sur à la fois les scénarios climatiques, notamment du GIEC, mais également une meilleure connaissance de la biodiversité, de son évolution. Mais on observe dans cette thématique, puis ça c'est quelque chose que relevait Marie-Luc avec sa complexification de l'analyse de cycle de vie, que pour faire ces mesures, on fait appel quelque part aux mêmes dynamiques. On a de plus en plus de capteurs, de plus en plus de puissance de calcul, de plus en plus de stockage de données. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce domaine qui est la géomatique dans un contexte de transition socio-écologique, puis où est-ce que ça s'en va, puis comment est-ce que la question de la sobriété numérique pourrait peut-être nous amener à la penser différemment? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, je ne vous redis pas, je vous resalue une seconde fois. Mais, donc, moi, je suis prof au département des sciences géomatiques. Alors, la géomatique, si je posais la question, je ne suis pas sûr que tout le monde aurait une idée très claire de quoi il s'agit, même si ça fait bientôt 30 ans qu'on essaie de faire comprendre à tout le monde de quoi il s'agit. Si je vous dis Google Maps, là, tout le monde a une idée assez claire de ce à quoi je fais référence. Mais la géomatique, ça s'est imposé un peu comme c'est devenu, en particulier au Québec, c'est devenu une science et un domaine économique, un domaine d'enseignement, puisque maintenant, à l'Université Laval, depuis le milieu des années 80, on a un département qui porte ce nom-là. On a 2 programmes de premier cycle, un peu plus classique qui forme les arpenteurs géomètres du Québec. C'est un peu moins de ça dont je vais parler.
et un qui forme des ingénieurs en géomatique, donc des gens qui deviennent membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Et la géomatique, grosso modo, c'est quoi, hein? C'est cette idée un peu systémique d'avoir rassemblé un ensemble de méthodes, d'approches, de technologies qui couvrent l'ensemble du cycle de vie de la donnée géographique, la donnée qui permet de caractériser à la fois le territoire dans ses constituantes, mais aussi physiques et dans ses dynamiques plus, on va dire, anthropiques. Et donc, l'ensemble du cycle de vie, de l'acquisition de la donnée, de son traitement, de son analyse, son stockage, sa diffusion, en grande partie sous forme évidemment cartographique, mais pas seulement. Donc c'est de ça dont il s'agit quand on parle de géomatique. Puis évidemment, comme Martin y faisait référence, en matière de modélisation climatique, mais pas seulement, la géomatique se présente beaucoup comme l'espèce de levier ou la colonne vertébrale sur laquelle on pourrait s'appuyer pour développer des scénarios qui nous permettraient d'être davantage alignés sur les scénarios climatiques, donc, et en particulier de comprendre les grandes dynamiques climatiques, mais aussi leurs impacts sur les grandes dynamiques terrestres. Alors, je vais évidemment, quand on parle de géomatique, on parle beaucoup d'informatique, donc je vais surtout parler de ce qui fait la spécificité de la géomatique. Donc, la géomatique, ça a besoin de centres de données, ça a besoin de GPU, ça a besoin de tout un tas de toute l'infrastructure numérique dont on a beaucoup parlé hier. Donc, à partir du moment où on imagine une géomatique plus sobre, ça veut dire qu'on se pose les mêmes questions que celles que l'on s'est posées hier, mais et c'est un peu d'ailleurs ce qui fait la spécificité des enseignements qu'on donne au département des sciences géomatiques. Le volet de la donnée géospatiale nous oblige à regarder la question en particulier de l'acquisition de la donnée, de son traitement de façon un peu spécifique. Parce qu'on a tout un ensemble, une boîte à outils un peu spécifique qui nous permettent d'acquérir ces données. Et aujourd'hui, ceux qui structurent un peu le développement autour du captage de la donnée dans le domaine géomatique, c'est évidemment les capteurs très haute résolution, hein, les capteurs de télédétection, qu'ils soient d'ailleurs aéroportés par satellite ou par des drones ou des avions, beaucoup de drones terrestres aussi pour faire aller capter de la donnée. Par exemple, dans les rues, vous avez certainement vu passer des voitures de tout un tas de Google ou d'autres opérateurs comme cela, avec tout un tas de capteurs sur le toit des voitures qui permettent de faire de la cartographie. Alors, au préalable, c'était de la cartographie un peu classique, mais aujourd'hui, on embarque ce qu'on appelle des lidars. Je ne sais pas si vous avez, si tout le monde a une idée de ce que c'est que le lidar, mais le lidar, c'est un capteur qui permet, à partir c'est une technologie finalement de télédétection par impulsion lumineuse qui permet d'aller générer des nuages de points et en particulier de générer donc des modèles 3D. Alors ça peut être des modèles 3D, c'est beaucoup utilisé dans le domaine forestier ou des ressources naturelles, ça peut être des modèles 3D d'un peuplement forestier, mais ça peut être aussi des modèles 3D urbains qui vont alimenter par exemple des jumeaux numériques. On parle beaucoup de jumeaux numériques dans le domaine de l'aménagement urbain, de la gestion des infrastructures urbaines ou de la gestion des infrastructures. Hein. Il y a la majorité des grands aéroports ou des ports aujourd'hui sont dotés de ce genre de technologie. Et alors, l'enjeu évidemment autour de ça, c'est que ces capteurs sont des capteurs qui génèrent des grandes quantités de données, donc évidemment mobilisant des ressources de stockage très importantes. Le développement des capteurs vise à obtenir des résolutions spatiales toujours plus importantes. Ça veut dire évidemment une capacité à aller caractériser des objets de plus en plus petits et donc nécessitant des quantités de données encore plus importantes. Et ça met évidemment de la pression sur le côté stockage de données, mais aussi beaucoup de pression du côté de l'IA. Depuis quelques années, la géomatique s'envisage plus en IA. On parle de géo-IA d'ailleurs dans notre domaine. On a des cours spécifiques là-dessus parce que traiter ces grandes capacités de données, ça nécessite évidemment de recourir à des modèles d'intelligence artificielle, que ce soit par exemple pour régénérer des formes, reconnaître des formes dans des nuages de points, mais aussi pour
réaliser des opérations de compression de ces nuages de points pour être capable de les traiter et de les visualiser, par exemple, sur Internet. Donc tout ça fait que la géomatique est devenue de plus en plus gourmande, de plus en plus lourde, comme le reste du numérique. Et donc ça soulève évidemment des enjeux. Alors, évidemment, quand on s'intéresse à la question de la sobriété, comment la sobriété pourrait et devrait et doit, je pense, re-questionner nos pratiques en géomatique. Alors d'emblée, je vais vous le dire, là, il y a à peu près personne pour l'instant dans le domaine des géomatiques qui s'intéresse à ces questions-là. J'ai essayé de faire, j'ai un petit projet de recherche en cours que j'ai appelé Géosobriété, financé par le CIROD. On a commencé à faire ce qu'on appelle dans notre langage une revue de la portée. Puis c'est très rapide de faire une revue de la portée sur géomatique et sobriété parce qu'il n'y a à peu près rien. Donc ça a été un scoping review très rapide. Et donc on s'est dit c'est pertinent finalement de travailler là-dessus. Et donc il y a un premier travail qui a été fait par un stagiaire au printemps dernier pour essayer justement d'aller chercher des données, et comme dans tous les domaines c'est très difficile, chez les fournisseurs de lidar, chez les fournisseurs de tous ces capteurs-là, de manière à être capable d'avoir une idée de l'empreinte carbone de ces technologies-là. Donc on commence à peine à le toucher. Mais deux points, puis je vais ensuite arrêter là, mais deux points ou deux axes que je pense en fait, que l'on devrait emprunter pour envisager plus de sobriété en géomatique. Le premier, c'est de se poser la question de la surqualification des données. En géomatique, on a pour habitude depuis toujours de chercher toujours la meilleure précision, cette tendance-là à vouloir chercher la résolution spatiale la plus précise en se disant c'est qui peut le plus, peut le moins. C'était un peu ça l'approche. Et évidemment, ça nous amène à des abus, j'allais dire, ou à des symptômes de surqualification. Donc on a des données qui, la plupart du temps, sont beaucoup trop précises, des résolutions spatiales beaucoup trop grandes pour ce qu'on a à faire. Ça, c'est un premier point. Donc je pense qu'avoir une approche de sobriété dans le domaine de la géomatique, ça serait de se dire quelle précision, quelle résolution, pour quel usage, et de ne pas nécessairement courir après la surqualification. L'autre aspect, c'est aussi la redondance. Puis ça amène à des enjeux qui sont davantage des enjeux politiques sur lesquels on travaille depuis des années. Je me souviens, quand je suis arrivé comme prof, début des années 2000, ici à l'Université Laval, on avait eu un mandat pour faire un inventaire des données routières au Québec. Puis je ne vous mens pas, à travers les municipalités, les différents ministères et organismes, on avait recensé une vingtaine de données équivalentes, ou à peu près équivalentes, de couverture de données routières au Québec. Une vingtaine, y compris dans les ministères. Et évidemment avec des référentiels sémantiques différents, des référentiels spatiaux différents. Donc avec une grosse difficulté à les rendre interopérables, avec des niveaux de mise à jour différents, etc. Donc non seulement évidemment beaucoup d'argent qui avait été dépensé, mais aussi de la donnée stockée un peu partout, le même type de données pour au fond remplir les mêmes types d'usages. Et ça continue, hein, on est encore un peu comme ça, c'est-à-dire que si vous regardez dans les différents niveaux territoriaux, vous allez par exemple à Québec avoir la communauté métropolitaine de Québec qui s'est dotée de sa couverture lidar, très haute résolution, la ville qui fait pareil, le ministère qui fait pareil, et on se retrouve sur les mêmes territoires à avoir une redondance de couverture. Donc je pense qu'un peu de sobriété, ça serait aussi de s'organiser pour pas collecter plusieurs fois la même donnée sur le même territoire. Donc ça, c'est les deux approches. Puis le troisième point, puis il y a beaucoup de travaux là-dessus, c'est sur la question de la compression, de comment on est capable, les algorithmes de compression de ces données-là, parce qu'il y a des applications pour lesquelles, évidemment, il faut de la donnée très haute résolution, puis d'autres non. C'est ce qu'on disait hier un peu, les collègues qui parlaient des modèles très larges, généralistes, les modèles d'IA, versus des modèles beaucoup plus micro, qui adressent des enjeux beaucoup plus spécifiques et qui ont besoin donc de beaucoup moins de temps, beaucoup moins de données d'entraînement, etc. Ben, c'est un peu la même chose en géomatique. On doit
on doit faire beaucoup d'efforts et travailler là-dessus. Donc à ce stade-là, c'est un peu ce dont je voulais vous parler. Merci. J'aimerais vous entendre un peu plus, si ça ne vous gêne pas, avec une question que je ne vous ai pas soumise à l'avance, c'est un peu provocatrice, mais pour essayer de rythmer la discussion. Mais les approches que vous avez mentionnées, la surqualification, la redondance, la compression, on est dans des approches quand même qui ressemblent à des formes d'optimisation de ce paradigme actuel. Si on renverse la perspective et qu'on se dit, dans une trajectoire de transition socio-écologique où on prend le principe de sobriété numérique, où on doit justifier différents déploiements technologiques, est-ce qu'il y a une place pour la géomatique? Est-ce qu'on a besoin de plus de données aujourd'hui? C'est une excellente question. Pas dans tous les domaines, je ne crois pas. Je pense qu'il y a je pense qu'un certain nombre de... Admettons la gestion, la transition socio-écologique dans les organisations territoriales, les collectivités, régions, municipalités, etc. Donc là aussi, il y a une course au surarmement géomatique, j'allais dire, partant du principe qu'on ne sera pas capable d'appréhender des dynamiques assez fines si on n'a pas toutes les données. Enfin, toutes les données, beaucoup de données. Je ne suis pas certain qu'on ait besoin, dans la majorité des cas, de toutes ces données-là. Un exemple, moi je travaille sur un projet en ce moment qui vise à outiller les municipalités du Québec dans leur démarche de plan climat, par exemple. Et en réalité, l'enjeu dont les municipalités nous font part est moins un enjeu de caractérisation très 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 fine de toutes les dynamiques naturelles des territoires, mais c'est davantage un enjeu d'acceptabilité sociale, de mesure, d'atténuation ou d'adaptation à mettre en place. Puis ça, ce n'est pas de la donnée très haute résolution LIDAR qui va nous permettre de le réaliser, mais c'est plutôt une meilleure compréhension des croyances, des freins, des craintes, du niveau de littératie climatique de la population. Puis ça, on n'a pas besoin de géomatique de grande... comment on appelle ça, là, de la rocket science, là. On n'a pas besoin de ça pour ça. Excellent, merci beaucoup Stéphane. Anne-Laure, on va poursuivre avec vous. Donc vous êtes professeur en informatique, mais vous êtes également impliqué dans différentes initiatives comme au sein de l'AFNOR, et ces initiatives au sens large essayent de s'attaquer aux effets environnementaux du numérique. Dans vos travaux, dans vos différentes implications, comment est-ce que les notions qu'on mobilise aujourd'hui, quand on parle de sobriété, parfois de frugalité, qu'on utilise dans certains contextes de façon interchangeable, comment est-ce que ces notions-là sont utilisées et quelles perspectives alternatives potentielles est-ce qu'elles permettent d'ouvrir? Oui, alors merci pour cette question. Oula, je m'entends en écho, mais ça va aller. Et merci aussi pour la précédente, puisque du coup, je vais me permettre de rebondir aussi en partie dessus. Effectivement, donc j'ai participé avec plein d'autres collègues à un groupe de travail il y a 2 ans maintenant, qui a été coordonné par l'AFNOR et le ministère de la Transition écologique en France, dont l'objectif, c'était de sortir un référentiel diafrugal. Et donc, une des premières questions qu'on s'est posées, c'est qu'est-ce que ça signifie cette frugalité? Je vous passe toutes les discussions parce qu'il y a eu de très, très, très nombreuses discussions sur qu'est-ce que ça signifie. En particulier, on s'est rendu compte que dans la littérature scientifique informatique, en fait, la notion de frugalité, elle était utilisée assez différemment du reste de la littérature. C'est-à-dire dans la littérature non informatique, effectivement, la frugalité est une notion proche de celle de sobriété. Alors qu'en informatique et particulièrement en intelligence artificielle, ça a été utilisé comme, quasiment, synonyme d'efficience, quoi. C'est-à-dire, améliorer, enfin réduire la consommation de ressources, mais pour un objectif et une performance donnée, quoi. Du coup, la définition qu'on a choisi, de donner dans l'AFNOR, alors qui n'est pas parfaite, mais qui a le mérite d'exister, elle met l'accent sur, la redéfinition des besoins et les contraintes des limites planétaires. Donc les 3, les 3 choses q les enfin les 3 volets de la définition de l'AFNOR, hein, c'est, la que donc pour être, frugal, un service d'IA, il doit, avoir prouvé la nécessité de recourir à un système d'IA plutôt qu'à une autre solution, qui potentiellement aurait été moins consommatrice. Le deuxième, alors je ne les mets pas forcément dans l'ordre où ils sont dans la définition de l'AFNOR, mais le deuxième point, c'est que, les usages et les besoins doivent, viser à rester dans les limites planétaires et ont été préalablement questionnés. Donc c'est pour ça que je disais, ça donne en partie une réponse à la question, précédente parce qu'effectivement, il y a vraiment, vraiment nécessité de repenser les besoins.
Et puis le troisième aspect, hein, c'est que des bonnes pratiques sont adoptées par le fournisseur de services d'IA, le producteur, etc. Donc là, on est plutôt dans la partie optimisation. Donc c'était important pour nous de ne pas rester sur l'optimisation uniquement, puisque comme vous avez dû le voir hier, l'optimisation, ça amène en général à une augmentation des impacts dans le numérique. Hem et heu mais ça pose quand même la question du coup parce que cette optimisation cette, optimisation elle vient de pas de nulle part, donc ça c'est on a avec 2 collègues, enfin mon doctorant Clément Morand et Jacques Combaz notamment, on a regardé 2 cas d'études de ce point de vue-là justement. Le cas d'étude de l'introduction de la 5G en France et puis, de l'entraînement des modèles d'IA. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est que, l'optimisation, en fait, des modèles ou en l'occurrence, des réseaux, mobiles, elle était là pour, permettre d'augmenter la demande. Donc on n'est pas vraiment dans un cadre d'effet rebond, hein, parce que l'effet rebond, ça voudrait dire que, on optimise en espérant enfin, ça voudrait dire en tout cas, la façon dont c'est vu généralement, c'est on optimise en espérant que du coup ça réduise les impacts et malheureusement, du coup, on a une augmentation de la demande, ce qui augmente les impacts. Alors que là, dans les 2 cas et de la 5G et de l'IA, c'est des motivations, économiques dans le cas de la 5G et de performance dans le cas de l'IA, qui font que on va chercher à optimiser pour se permettre, par exemple dans le cas de l'IA, d'augmenter la taille des modèles. Voilà, donc c'est quelque chose ce qui veut dire que du coup, si on veut réduire les impacts, là-dessus, ça nécessite vraiment de casser ces boucles et de repenser, qu'est-ce que c'est que la notion de performance? Pourquoi on optimise et cetera. Donc ça, c'était pour revenir sur le troisième point de la définition. Pour revenir sur le premier point, donc sur le fait d'avoir estimé montré la nécessité de recourir à un système d'IA, c'est assez important parce que la façon dont on répond actuellement aux problématiques, est souvent, bah, sans grosse surprise, hein, très technosolutionniste et hem et c'est important du coup de se poser la question de: «Est-ce qu'il y avait d'autres possibilités?» Et c'est quelque chose, enfin, traduit en fait une sorte de faiblesse des imaginaires existants, hein, qu'on a pu observer notamment dans les scénarios prospectifs, avec, ma collègue Aurélie Bugeaud, hein. On a fait une étude sur, une trentaine de scénarios prospectifs et en fait, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait, toujours du numérique, même dans les scénarios les plus, les plus, avec effondrement, total, très mauvais d'un point de vue et environnemental et social, enfin bref, il y a quand même toujours du numérique et souvent de l'IA, c'est vraiment la technologie la plus présente, quoi. Donc ouais, donc du coup, c'est vraiment important de se poser la question de, la nécessité d'utiliser cette IA et puis, pour revenir sur, plutôt sur le deuxième point, hein, sur, réfléchir aux usages et aux besoins. Alors, je vais continuer, je pose peut-être plus de questions que je réponds, mais l'idée, c'est quand même d'ouvrir des pistes et des réflexions. Hem, une des questions qu'on se pose, enfin, que moi je me pose en tout cas personnellement, je serais ravie éventuellement d'avoir, votre avis là-dessus, mais j'ai trouvé intéressant, le titre de cette session, sur, les alternatives socio-économiques, socio-techniques, pardon. Petit lapsus. Quelle voie vers un numérique frugal et soutenable? Parce que, je me suis posé la question de qu'est-ce qui était le plus important là-dedans? Est-ce que c'était la partie voix ou est-ce que c'était la partie, numérique frugal et soutenable? Et voilà, c'est une des discussions qu'on a eues, hein, notamment, voilà, sur, pareil sur le terme de décroissance aussi, hein, qui met l'accent plus sur le processus et je trouve ça intéressant de se poser justement la question de est-ce que ce à quoi il faut réfléchir, c'est vraiment ce vers quoi on veut aller? Bon, avec, on a l'habitude, hein, sur les aspects prospectifs, il y a toujours soit des travaux où on essaye de prévoir, l'évolution, soit des travaux où on part du point de départ et puis on revient en arrière pour voir, comment on peut y arriver. Mais du coup, je trouve que c'est des questions qu'on se pose pas tellement, en fait, en informatique et qui seraient pas intéressantes. Il y a quelques travaux qui abordent un petit peu ça, hein, je pense, hem, par exemple, à des travaux, donc il y a une thèse, de Ludmila Curtila-Piazza, par exemple, qui se pose la question de, qu'est-ce qui se passe si on arrête de remplacer les stations de base, du réseau mobile, en France? Qu'est-ce que ça implique, comme, qualité de service, comme possibilité et cetera? Mais voilà, je pense pour l'instant, je pense que, ces questions, elles sont pas forcément beaucoup posées
Et ça, enfin, c'est des questions que je pense qu'il faudrait qu'on se pose dans la recherche en informatique, de réfléchir vraiment à et vers quoi on va aller, mais aussi comment est-ce qu'on veut y aller et est-ce que l'un est plus important que l'autre. Ça pose aussi des questions sur les valeurs qui sont portées par nos recherches aussi, hein. Par exemple, je pense à un exemple qui est donné par Florence Maranaki sur l'extensibilité logicielle. C'est-à-dire que l'extensibilité, c'est toujours vu comme une propriété désirable, mais on ne se pose pas forcément la question de est-ce que ça pourrait être intéressant d'avoir des systèmes qui sont réduits par construction, quoi, qui sont limités par construction. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce que je crois que j'ai déjà beaucoup parlé, c'est ça. Merci beaucoup. Et même chose que pour Stéphane, je me permets de vous poser une autre question. Il nous reste un petit peu plus de temps, enfin encore un peu de temps dans ce premier tour de parole. Vous mentionniez initialement la différence entre comment est-ce que la notion de frugalité est traitée dans la littérature informatique et non informatique, avec parfois c'est plutôt de l'efficience, plutôt parfois de la sobriété. Et ensuite dans les orientations ou dans les objectifs de l'AFNOR, vous mentionniez qu'il y avait quand même une perspective d'optimisation dans une forme de réflexion plus large de quand est-ce qu'un système est justifié, pour quels usages, dans quel périmètre de déploiement. Ça rappelle une intervention que Gauthier Roussy évoquait hier, où il disait l'effet rebond, la manière dont on l'aborde, souvent c'est juste de la croissance en fait. C'est pas une erreur ou c'est pas un phénomène qui arrive par la suite. C'est quelque chose qui est voulu, comme vous le mentionniez pour la 5G et l'IA. J'aimerais bien vous entendre davantage. Donc, si on aborde cette question de l'optimisation ou de l'efficience, mais dans un contexte de sobriété. Pensez-vous que justement c'est une façon de combiner les deux pour peut-être réduire les effets indirects et systémiques, ou peut-être en anticiper certains? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, vous remarquez qu'effectivement, j'ai pas donné les trois aspects de la définition d'un service d'IA frugal dans un ordre accidentel, hein. J'ai bien effectivement, comme ça a été souligné, placé l'optimisation. Alors, même si ça s'appelle pas comme ça, c'est appelé bonne pratique, mais enfin, en tout cas, la partie optimisation en dernier, une fois qu'on a réfléchi à tout le reste. Et oui, je pense que ça change la façon dont on voit les choses. Donc, c'est complètement l'exemple que je prenais en dernier, hein, d'ailleurs, sur cette question d'extensibilité. L'extensibilité, elle a un intérêt dans un cadre où on imagine des services croissants qui vont être amenés à évoluer, qui vont être amenés à avoir une demande de plus en plus forte. Mais si c'est pas le cas, ça n'a aucun intérêt de faire quelque chose d'extensible. Et au contraire, il vaut mieux avoir quelque chose qui soit réduit et qui tienne le plus possible des différentes contraintes matérielles, logicielles, etc. Donc, je pense que oui, ça change le fait de le placer dans un cadre déjà où on a redéfini les besoins, ça change la façon dont on envisage l'optimisation. Très bien, merci beaucoup Anne-Laure. Philippe, en tant que professeur à l'ETS, et donc vous vous adressant principalement à des élèves en génie, j'imagine, ou de futurs ingénieurs, vous vous spécialisez dans la formation low-tech. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus cette approche et la manière dont vous la mobilisez peut-être dans vos travaux, dans votre vie, dans les disciplines qui vous entourent? Puis qu'est-ce que ça ouvre comme perspective alternative justement sur cette question de la sobriété numérique? Oui, merci Martin. Pour l'approche low-tech, ça paraît peut-être un petit peu en décalage avec le sujet du numérique, parce que pour beaucoup de gens, l'approche low-tech, c'est un peu comme le retour à la caverne. On va tout débrancher, puis on va s'éclairer à la bougie dans une grotte pas chauffée. Alors déjà, un des aspects lorsqu'on enseigne l'approche low-tech en génie, c'est de déconstruire des mythes. Déjà, c'est une grosse partie du travail. De montrer que l'approche low-tech, c'est pas du tout ça. Dans un monde ou une société low-tech, on aura quand même des opérations sous anesthésie à l'hôpital, puis il y aura des IRM pour voir à l'intérieur des gens si c'est nécessaire, plutôt que d'ouvrir pour rien. Donc déjà, ça rassure un peu les étudiants, de dire ok, je vais pouvoir continuer à avoir quand même une qualité de vie, puis avoir de l'électricité chez moi, même dans un monde low-tech. Donc ça, c'est un peu les premiers, disons, les mythes. Puisque, oui, Anne-Laure parlait aussi de certains mythes. On fait face à beaucoup de mythes lorsqu'on enseigne la low-tech dans une université où 100% des étudiants sont en ingénierie. Parce que c'est une forme de construction sociale, l'innovation, le progrès, c'est égal à l'ajout de technologie. Donc, en fait, il y a des réflexes technosolutionnistes qui sont très ancrés, et pour nos étudiants, nos futurs ingénieurs qui sont en génie logiciel, mécanique ou peu importe le domaine,
en ingénierie, peu importe le problème, on va le régler par une solution technique. Donc c'est le réflexe technosolutionniste classique de l'ingénieur. Donc, en enseignant la low-tech, on amène des nouvelles façons d'analyser les problèmes, donc de revoir les besoins. Et donc, quand on parle de revoir les besoins, eh bien, en fait, on parle d'une approche qui est plutôt une action plutôt dans la sociosphère. Regardons si on peut s'organiser différemment, revoir à la baisse nos besoins. Nos besoins sont-ils réellement des besoins ou plutôt des désirs qui n'est pas forcément nécessaire de combler, surtout lorsqu'on sait que habituellement les technologies mobilisent des ressources qui sont rares, surtout quand on parle de high-tech, et beaucoup d'énergie, puis il y a souvent des effets rebonds, vous en avez parlé beaucoup. Donc, en approche low-tech, on dit essayons de régler le problème d'abord dans la sociosphère. Puis ensuite, si ça ne marche pas, allons voir peut-être si la biosphère pourrait nous aider, mais pas la biosphère comme fournisseur de ressources illimitées, pas la biosphère comme un gros magasin Rona, mais plutôt la biosphère d'un point de vue biomimétique, biomimétisme. Est-ce que ça peut nous inspirer des principes, des idées? Il y a plein de principes qui gouvernent les écosystèmes durables. On parlait de frugalité, on la retrouve dans la nature. Il n'y a pas de gaspillage inutile de ressources. Les arbres n'ajoutent pas dans la version 2026 une branche supplémentaire pour se différencier des autres. Donc, ça reste certaines constantes qui sont en fait de répondre de façon juste aux besoins. Donc, la biosphère peut être inspirante. Puis, si on ne trouve pas de solution dans la sociosphère, dans la biosphère, allons voir dans la technosphère enfin. Donc, appliquons en fait le réflexe classique de l'ingénieur. Voyons voir si on peut solutionner notre problème avec une approche plus technique. Mais d'abord, on a essayé de voir s'il n'y avait pas d'autres façons de régler l'éventuel problème, en supposant qu'il y ait vraiment un problème à régler et que ce ne soit pas simplement l'envie d'ajouter une technologie pour le fun de le faire, un nouveau gadget. Donc, c'est à ça qu'on se heurte aussi, à ces mythes. Innovation égale technologie, high-tech surtout, égale progrès. Si on n'a pas de technologie, ce n'est pas du progrès, ce n'est pas de l'innovation. Puis on reparlera peut-être d'innovation plus tard, parce que de définir le concept, c'est un peu comme de définir le concept de la frugalité, où on s'embarque là, dans certaines difficultés. Donc, quand on enseigne la low-tech, on pose déjà ces bases-là. On essaie d'amener les étudiants, les futurs concepteurs, ingénieurs, à avoir le réflexe de la justesse technologique, on pourrait dire la frugalité technologique, ou le minimum, la technologie minimalement utile, pour que finalement la perfection, ça soit quand on n'a plus rien à enlever, plutôt que de juste ajouter des couches. Et en fait, ça fait même écho avec une citation d'Antoine de Saint-Exupéry, la perfection, c'est lorsqu'il n'y a plus rien à enlever. Et dans certains domaines, on tendait vers ça déjà, mais on a des réflexes d'ajouter tout le temps des nouvelles couches, des nouvelles fonctions. Et comme grâce au numérique, c'est assez facile d'ajouter des nouvelles fonctions par des nouveaux capteurs, ben finalement, pourquoi s'en priver? Mais est-ce qu'on répond vraiment à un besoin en faisant ça? Puis est-ce qu'il n'y a pas des effets qui sont plutôt délétères ou destructeurs de la société? La réponse, on l'a un peu dans la question. Donc là, on démonte un peu la façon de faire classique et on pose en proposition de solution l'approche low-tech. Et donc l'approche low-tech, ce n'est pas le retour à la caverne, on débranche tout, c'est plutôt développons des solutions qui répondent à des vrais besoins, donc qui soient utiles, des solutions qui soient aussi appropriables, qui soient accessibles à la population. Accessible peut-être en termes de coût, oui, mais surtout accessible en termes de maîtrise de la technologie. Pour savoir qui est au service de qui, en fait. Est-ce que la technologie est là pour nous aider ou on en devient l'esclave? On est tout le temps en train d'essayer de la maîtriser, de la comprendre, de la réparer, mais c'est très peu probable parce qu'aujourd'hui, on n'est pas trop dans l'ère du réparable. Donc, c'est aussi d'enseigner ce genre ou de faire réfléchir les étudiants sur ce genre d'approche. Peut-on avoir des solutions technologiques qui ne vont pas aliéner les usagers, mais plutôt contribuer à leur émancipation? Ils vont pouvoir les maîtriser, les comprendre, les réparer. Peut-être pas les réparer eux-mêmes, mais ils vont trouver quelqu'un dans leur réseau, dans des tiers-lieux ou dans des communs, dans un Fab Lab ou quoi. Quelqu'un qui va pouvoir les aider à intervenir sur la technologie dont ils ont besoin au quotidien, plutôt que d'en être dépendant d'une boîte noire, d'être dépendant des GAFAM, puis s'ils décident de couper quelque chose, t'es mal pris. Pour la majorité des gens. C'est sûr qu'il y a toujours des gens qui sont très habiles en technologie, puis il n'y a rien à leur épreuve, mais ce n'est pas la majorité de la population utilisatrice. Donc, on vise en low-tech de répondre à 3 principes. On développe des technologies utiles qui répondent à des besoins. On essaye de les rendre accessibles dans le sens qu'il faut que les usagers puissent
se débrouiller avec pour les maintenir dans le temps. Et on essaye d'introduire la notion de durabilité. Bon, la notion de durabilité, c'est sûr que c'est un contexte, un contour un peu flou. On peut être en durabilité faible, forte, on peut étirer l'élastique. Tout le monde fait du développement durable aujourd'hui ou même de l'ingénierie durable, que ce soit des gens qui ont l'air d'en faire pour de vrai jusqu'aux compagnies pétrolières où on se dit comment ils font pour faire quelque chose de durable, mais bon, ils nous disent qu'eux en font aussi. Donc, on essaie d'introduire cette notion de durabilité, mais si possible, la vraie, entre guillemets, durabilité, c'est-à-dire minimiser pour de vrai les impacts environnementaux et ne pas les déplacer. Donc, on va avoir recours à des analyses de cycle de vie, par exemple, même si on connaît les limites de ces outils-là. On essaie d'introduire le plus de stratégies de circularité, d'économie circulaire, mutualisation d'équipements, allongement de la durée de vie, réparabilité, entre autres, économie de la fonctionnalité, par exemple, ou écologie industrielle, sites délocalisés pour la production. Donc, on essaye d'introduire le plus possible, pour de vrai, sans greenwashing, là, sans éco-blanchiment, de la vraie durabilité dans la conception des solutions. Donc, des solutions low-tech, utiles, accessibles, durables. Pour casser des mythes, pour éviter que le technosolutionniste soit toujours le réflexe de base. Donc, c'est un peu ça, enseigner la low-tech, changer le réflexe de base des ingénieurs et changer la façon de proposer des solutions. Excellent, merci beaucoup. Mais je tiens à souligner à quel point vous, tous les trois, vous êtes très bons à tenir votre temps, surtout dans ce milieu où ce n'est pas toujours le cas. J'aimerais vous poser une autre question, même traitement que pour vos collègues. Donc, j'aimerais vous amener un peu plus sur le champ du numérique, donc de concevoir la low-tech dans le développement de solutions numériques qui seraient utiles, accessibles, durables. J'entendais également d'autres adjectifs peut-être liés à ce qu'on appelle les technologies conviviales, non aliénantes, dont on n'est pas esclave, qui seraient appropriables. Peut-être que la question se pose moins dans d'autres secteurs comme peut-être la permaculture ou un vélo, où c'est assez facile de comprendre comment ça fonctionne. Dans le numérique, on observe parfois une tension, puis c'est une tension qui a été relevée par ma collègue Chanel Robin, notamment dans son mémoire de maîtrise, où pour les technologies numériques, quand on veut faire des technologies numériques conviviales, on a parfois une tension entre ce qui est convivial au sens de user-friendly, et donc appropriable peut-être par la plupart des utilisateurs et utilisatrices sans bagage technique, et ce qui est non aliénant, qu'on comprend bien et qui fonctionne un peu sous nos yeux. Est-ce que vous avez des exemples de technologies numériques qui, selon vous, peut-être répondent au mieux ou sont peut-être les plus représentatives, si elles ne sont pas parfaites, de cette approche low-tech? C'est sûr qu'appliquer la low-tech au numérique, on pourrait se dire, mais c'est pas vraiment possible parce que ça pourrait être une pensée, une prémisse, là, de se dire low-tech égale pas d'électricité. Pour certains, et numérique en a besoin, donc ça marchera pas. Donc on peut pas appliquer la low-tech au numérique, on va l'appliquer au vélo, comme vous dites, Martin. Mais non, en fait, parce que la low-tech pose beaucoup de questions. Parfois pas de réponse aussi, mais pose des questions sur, par exemple, nos dépendances. Nos dépendances mettons, au stockage sur le cloud. Là. Donc, dans une approche low-tech, en questionnant ces dépendances, on n'a peut-être pas la solution de dire, ben, nous, on propose de stocker les données d'une autre façon. On va plus questionner le besoin, puisque c'est assez facile de stocker beaucoup de données, pourquoi s'en priver? Puis tout le monde a des drives de toutes les compagnies qui en offrent, plein. Et donc, la question, c'est plutôt, peut-on être plus frugal dans la production de données? On rejoint ce que dit Stéphane, pour avoir moins besoin d'en stocker dans l'approche low-tech, à défaut de proposer un serveur sans impact vraiment low-tech. Après, si on regarde plus au plan technique, vous avez probablement entendu parler de ça hier, mais au niveau des analyses de cycle de vie du numérique, quand on regarde les grands postes entre les serveurs, mettons, les réseaux, les terminaux, les data centers, c'est sûr que les terminaux représentent une grande partie de l'impact, mettons, d'émissions de GES sur cycle de vie de la chaîne du numérique. Alors, allonger la durée de vie des terminaux, mettons, de nos téléphones, tablettes et autres écrans, ben, ça va dans une démarche low-tech parce que ça va permettre de réduire les impacts. Mais si on veut allonger la durée de vie, il faut peut-être les concevoir différemment pour qu'ils soient réparables, qu'on puisse les mettre à jour, qu'il y ait au niveau des systèmes d'exploitation, qu'il y ait une interopérabilité, que si on change de système, on ne soit pas obligé de changer de terminal. Bon, puis on sait qu'il y a des systèmes propriétaires. Donc, en fait, en approche low-tech, c'est de questionner les systèmes propriétaires, c'est de questionner la non-interopérabilité entre les différents systèmes, c'est de questionner la non-réparabilité, donc d'inciter les ingénieurs en génie électrique qui vont concevoir des écrans, des tablettes,
le hardware, de faire en sorte qu'on va pouvoir changer les éléments, qu'on va pouvoir faire des mises à jour. On voit l'exemple, par exemple, du Fairphone, où on va pouvoir mettre à jour des composants plutôt que de se débarrasser de l'appareil au complet. Donc, c'est là que la low-tech peut quand même avoir un impact direct au niveau du numérique. Excellent, merci beaucoup. Stéphane, je vais vous redonner la parole sur des notions que Philippe a évoquées. On a parlé de, en fait, vous parliez de l'approche low-tech, mais je l'élargirais à même cette réflexion sur la sobriété numérique comme n'étant pas un retour en arrière, mais une façon de reconcevoir justement, même peut-être même davantage tiré vers l'avenir, de pouvoir bifurquer davantage et de pouvoir faire émerger un écosystème qui soit compatible justement avec les limites planétaires, avec la transition socio-écologique. Dans ce contexte-là, Stéphane, comment est-ce que vous voyez la notion d'innovation? Vous l'avez mentionné très brièvement, Philippe. Comment est-ce que vous l'interprétez? Comment est-ce que ça pourrait se traduire dans votre domaine ou dans vos réflexions plus larges? Et c'est... Qui est-ce qu'il y a Vincent Gautrey hier qui disait que parmi tous les concepts actuels, celui qui le hérissait le plus, c'était celui d'innovation. Je dois avouer que je partage en partie son avis. En fait, on a tendance, au Québec en tout cas, et puis je ne vais pas dire du mal de notre innovateur en chef, là, que j'apprécie beaucoup et très sympathique, mais il y a quand même une tendance à l'innovation, ça peut... c'est évidemment d'envisager de trouver des solutions différentes à des problèmes identifiés. Mais au Québec, on a tendance effectivement à confondre innovation avec progrès technique ou développement technologique. Même si on parle d'innovation sociale, il y a toujours un moment où ça revient où on remet un peu de technologie là-dedans. Mais on envisage rarement l'innovation dans ce qu'elle peut nous inviter à re-questionner les usages, les manières de faire, ce qu'on essaie de mettre en avant dans l'approche de sobriété à l'Obvia. C'est-à-dire prendre un, voire deux pas de recul, puis se dire c'est comment on peut faire autrement. Et faire autrement, tu l'évoquais Martin, c'est peut-être bifurquer et puis se dire c'est pas nécessairement dans la solution technologique que va se trouver l'innovation, mais dans une manière de faire les choses ensemble différentes, par exemple. Puis si je reviens sur le côté géomatique, il y a une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, et puis parce que je l'ai oublié, puis je l'avais noté. Il faut quand même comprendre que le secteur géomatique, qui est très lié au secteur de l'aérospatial, du spatial, du satellite, depuis de nombreuses années, et qui, lui, est un secteur qui a été toujours beaucoup tiré par le secteur militaire. C'est-à-dire que, et la géomatique a été un peu comme ça, de tout temps, la carte a été avant tout et principalement un outil pour faire la guerre. Et d'ailleurs, dans la majorité des pays dans le monde, les instituts de cartographie nationaux étaient militaires. C'est-à-dire qu'ils sont devenus civils, j'allais dire au milieu du siècle dernier, mais pendant très longtemps, il y a encore d'ailleurs des pays dans lesquels les instituts de cartographie, les agences nationales de cartographie sont rattachés aux militaires. Donc ça a marqué, ça marque beaucoup le secteur géomatique dans son processus d'innovation. Et ce que ça a fait en particulier, c'est que on s'est retrouvé beaucoup en géomatique dans vous savez, le syndrome, enfin pas le syndrome, mais c'est un chercheur américain, je crois, qui s'appelle James G. March, qui disait que la façon dont les innovations, souvent, où la technologie rentre dans les organisations, c'est pas par un processus rationnel où on analyse le problème, on cherche des solutions, puis on identifie la solution la plus performante, mais c'est souvent des solutions qui recherchent des problèmes. Il y a des solutions, c'est le processus corbeille à papier, là. Donc il y a des solutions dans les organisations, il y a des problèmes, puis à un moment, il y a un décideur qui se dit « Oups !» ou un acteur qui se dit « Tiens, cette solution-là, on l'a, qu'est-ce qu'on pourrait bien en faire ?» Puis la géomatique, ça a été quand même beaucoup comme ça qu'elle est arrivée dans les organisations. Ça a été souvent des solutions qui, à la base, étaient des solutions militaires, auxquelles on a cherché des problèmes civils. Le GPS, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le GPS, c'était une technologie militaire, et quand le signal a été dégradé, quand
la dégradation volontaire du signal a été levée par l'armée américaine. Là, le civil se l'est approprié en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. Et tous les usages qu'on connaît derrière, et maintenant nos téléphones avec un capteur GPS, est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Bon. Donc c'est le marché qui s'est saisi de ça, puis qui a trouvé tout un tas d'applications plus merveilleuses les unes que les autres. Puis c'est vrai dans tout. Le LIDAR, c'est la même chose. Aujourd'hui, je te le disais tout à l'heure, là, en cherchant pour préparer ma présentation, mon intervention aujourd'hui, dans les dernières semaines, j'ai dû déclencher quelque chose sur le web qui fait que je me suis mis à recevoir tout un tas de notifications sur une entreprise qui vend maintenant des petits lidars personnels, des petits capteurs lidars personnels qui coûtent quelques centaines de dollars et qui vont vous permettre de faire des choses complètement inutiles, mais certainement merveilleuses, comme par exemple, rapidement générer un modèle 3D de votre maison. Tu sais, parce que c'est super utile d'avoir un jumeau numérique de sa maison au quotidien. Donc là, encore une fois, vous voyez, c'est ce genre de... Puis la géomatique a beaucoup fonctionné comme ça. Donc, c'est certain que si on envisage une géomatique sobre, ben, ça serait commencer à se poser ces questions-là, se dire... c'est certainement pas la voie en fait, qu'il faut suivre. Et puis dernier point là-dessus, je parlais des solutions à la recherche de problèmes. Je me souviens d'une thèse fin des années 90, à peu près en même temps que moi j'ai fait ma thèse, d'un consultant dans le domaine qui avait fait sa thèse sur les modèles, des modèles explicatifs de l'entrée de la géomatique dans les organisations. On parlait des systèmes d'information géographique à l'époque. Puis il y en a deux qui m'avaient marqué. Il disait il y a deux manières en particulier de qualifier le rôle qui est attribué par les décideurs à ces systèmes-là. Le premier, c'est l'ours en peluche. C'est le système d'information géographique ou la géomatique ours en peluche, c'est-à-dire le truc qui est rassurant, parce qu'on se dit, on pourra toujours l'utiliser si on en a besoin, puis il est toujours là. Bon. Puis le deuxième, c'est le couteau suisse. C'est le truc qui peut nous aider à faire tout. Bon, en général, on s'en sert très peu, ou on se sert du couteau, essentiellement. Tout le reste, on ne s'en sert pas. Mais c'est là. Et ben, c'est un peu la même chose. Donc, aujourd'hui, le paradigme de développement de la géomatique, c'est resté celui-là. Donc, une géomatique sobre, c'est peut-être moins ours en peluche et moins couteau suisse. Merci pour cette belle conclusion. Anne-Laure, j'aimerais vous entendre sur la même question. Si aujourd'hui, notre modèle d'innovation, c'est un jumeau numérique de notre maison, à l'inverse, à quoi ça peut ressembler l'innovation dans, je ne sais pas moi, la recherche en informatique que vous menez ou dans les initiatives d'IA Frugal, par exemple? À quoi ça pourrait ressembler l'innovation là-dedans? Oui, alors j'aime beaucoup le modèle du couteau suisse. Je trouve on a un peu la même chose d'un côté IA, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travaux en IA qui sont actuellement, on trouve une application et puis on modifie un peu un modèle existant pour répondre. Et puis voilà, donc c'est vraiment comment appliquer l'IA sur n'importe quel problème. Euh, donc, alors pour revenir à qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue, alors en recherche en informatique, je ne sais pas s'il faut vraiment se placer côté innovation ou en tout cas côté création des connaissances. C'est justement une des questions qui se posent, hein. C'est vraiment quelle connaissance on veut produire et puis pour quel scénario, voilà. À quoi c'est censé servir, quel type de connaissances aussi, pas uniquement quelle connaissance. Et, bah, ça nécessite hein, d'y réfléchir, hein. Il y a des dispositifs notamment qui ont été créés pour ça. Il y a un dispositif qui s'appelle l'atelier Sciences, Environnement, Société, qui a été créé par Inri Aronalp pour justement réfléchir à la question de est-ce que les connaissances qu'on produit, ça contribue à créer un monde qui correspond à nos valeurs et qui vraiment se pose la question justement, qui met ça dans le contexte socio-environnemental actuel, quoi. Et du coup, bah, voilà, il y a beaucoup de réflexions là-dessus, hein. C'est effectivement, je reviens aussi sur ce qui a été dit, sur le fait de, on se pose, souvent la question de qui correspond à l'optimisation, hein, de comment est-ce qu'on garde, pas forcément que comment est-ce qu'on garde nos usages actuels, mais en réduisant l'impact. Donc voilà, parce que alors je dis pas forcément que l'optimisation, ça peut être augmenter la durée de vie des équipements, effacer les données, etc. Mais on reste quand même dans un cadre
on garde nos usages actuels et par contre, on va rarement remettre en question le besoin. Donc, par exemple, qu'est-ce que est-ce que, alors pareil pour revenir sur un exemple qui a été donné, est-ce qu'on a besoin, des mails, professionnels, tout le temps? Ce serait quoi une disponibilité acceptable? Est-ce que, est-ce que et du coup, quel est le dispositif, technologique qui va nous permettre, d'assurer, enfin, l'infrastructure qui va nous permettre d'assurer cette disponibilité? Mais c'est là, on renverse vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'on se pose d'abord la question de quels sont les besoins et du coup, on applique, on essaie de revenir à qu'est-ce que ça implique d'un point de vue recherche informatique, et pas nécessairement que informatique puisque bon, là, il y aurait potentiellement des questions d'énergie renouvelable aussi et cetera. Mais voilà, en tout cas, de se poser vraiment toute la question de de revoir les besoins, quoi. Voilà et puis de enfin, une autre question que je trouve intéressante à se poser aussi, hein, c'est que comment est-ce que je parlais des dispositifs qu'il y a, par exemple, pour réfléchir sur la recherche, moi, j'ai pas mal travaillé, hein, par exemple, sur calculer l'empreinte carbone de programmes d'IA, etc. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est que en fait, ces travaux-là, ils sont pas du tout, ça fonctionne pas du tout. Enfin, en tout cas, mon impression, c'est que ça fonctionne pas du tout comme un levier. C'est-à-dire que les personnes qui produisent des modèles d'IA vont utiliser ces outils-là, mais vont pas nécessairement chercher à réduire leur impact. C'est vraiment un indicateur comme un autre. Il y a d'ailleurs une thèse, hein, dans mon laboratoire qui a été soutenue en décembre dernier, là, de, d'IHM qui essaie de regarder est-ce que le fait d'afficher l'empreinte carbone des modèles, ça influence les développeurs. Et en conclusion un petit peu rapide, pas du tout. Donc voilà, donc c'est une des questions qui se pose aussi, je trouve, c'est au-delà de sur quoi on va travailler, c'est aussi comment est-ce que on amène aussi la recherche en informatique à évoluer. Merci beaucoup. Philippe, je vais vous poser la même question. J'ai l'impression que vous avez déjà commencé un peu à y répondre avec les différents critères que vous nous évoquiez. En poussant un peu la question plus loin, si l'équipe de l'innovateur en chef du Québec, comme on évoquait tout à l'heure, prenait un virage complet et voulait faire de l'innovation low-tech, à quoi ça pourrait ressembler dans notre contexte? C'est mieux avec de la technologie pour parler. Donc, d'un point de vue low-tech, l'innovation vise à, disons, à valider nos trois principes que je vous énonçais tout à l'heure. On essaye de développer des solutions, pas toujours technologiques, mais des solutions pour répondre à des vrais problèmes, donc à des vrais besoins. Puis on pourrait peut-être discuter longtemps sur ce que sont les besoins, mais sans ouvrir cette parenthèse, on s'entend peut-être sur une base commune. Vous avez tous une idée, toute une idée des besoins. Donc on vise à développer des solutions pour répondre à des besoins, donc des solutions qui soient utiles et qui apportent une valeur ajoutée aux problèmes que rencontre la société, et pas juste de développer des gadgets. Donc l'innovation, d'un point de vue low-tech, c'est ça, répondre à des besoins, développer des choses utiles pour répondre aux vrais problèmes que rencontre la société. Si on considère qu'il existe des technologies qui sont inutiles, donc Stéphane en citait une, quoi, quelqu'un qui fait du design de cuisine va peut-être dire c'est super d'avoir un lidar, je vais vous faire un rendu 3D de votre cuisine avant que vous l'achetiez. On peut toujours trouver l'utilité ou justifier l'utilité d'une technologie, mais bon, on s'entend que c'est quand même, l'humanité peut fonctionner sans cette technologie-là. Un frigo connecté qui nous dit ta pinte de lait est à moitié vide ou peut-être à moitié pleine, en tout cas. Oui, certains vont dire c'est fort utile. Bon, on peut en discuter aussi. Donc, on ne tombera jamais tout à fait d'accord sur ce qui est utile et inutile, mais on peut quand même dégager peut-être des principes de base. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on considère inutiles. Donc, on peut s'entendre qu'il existe des technologies inutiles. Si on associe inévitablement innovation et technologie, et qu'il existe des technologies inutiles, alors il y a des innovations qui seraient inutiles. Mais nous, d'un point de vue low-tech, de notre point de vue, de ce point de vue-là, qui ne fait pas l'unanimité, c'est sûr, l'innovation doit répondre à des besoins utiles, donc elle ne peut pas être que technologie, puisqu'on prend pour acquis qu'il existe des technologies inutiles. Bon, vous voyez mon raisonnement? Bon, il était peut-être parfois alambiqué, mais bon, c'est celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour essayer de sortir de ça, de cette équation, de ce mythe? Innovation égale technologie égale progrès. Puis nous, en low-tech, on dit ben non, la technologie, c'est pas toujours utile. Donc, comment on peut sortir de ça? Comment on peut quand même faire de l'innovation avec une approche low-tech et répondre à des vrais besoins? Ben, peut-être qu'on peut changer nos grilles de lecture, changer
les aspects sur lesquels on met de la valeur, redonner du prestige à la simplicité, par exemple. C'est sûr qu'on ajoute des couches toujours, là, comme le disait Stéphane ou comme le disait Anne-Laure, on peut, aujourd'hui dans le monde numérique ou avec le recours à l'IA, on peut en ajouter de la complexité inutile. Et si ça devenait intéressant comme objet, intéressant à avoir, ou que ça soit même, pourquoi pas, on peut imaginer un positionnement social d'avoir un objet plus simple, plus robuste, qui n'ait pas toutes les fonctions inutiles du couteau suisse, mais revenir à l'essentiel et que ça se soit vu comme un bel objet ou un beau mode de conception ou de design. Mais ça prend de changer les valeurs, ça prend de changer notre grille de lecture de ce qu'est une belle innovation, peut-être belle, entre guillemets, là, de ce qu'est une innovation qui répond à tout un tas de critères. Donc, changer notre façon de mesurer pour peut-être plus de simplicité, plus de sobriété finalement. Merci, excusez-moi, j'ai accroché le micro, je ne voulais pas vous interrompre. Mais merci beaucoup pour votre réponse. Il nous reste 13 minutes si l'horloge est à jour. J'aimerais prendre des questions du public s'il y en a. Est-ce qu'il y a des micros? Oui, il y a des micros de chaque côté. Si vous voulez vous positionner dans l'ordre, puis vous pouvez tout de suite commencer. Bonjour, moi je suis étudiante. Pouvez-vous vous rapprocher du micro un tout petit peu, s'il vous plaît? Bonjour. Ok. Je suis étudiante à l'Université de Sherbrooke. Ma question, c'est pour Anne-Laure. Dans le fond, il y a une étude récente de Gartner qui dit que les grandes compagnies utilisent des solutions IA à 57% versus les PME à 17%. Est-ce que cet encouragement d'être sobre, ça ne va pas juste grandir l'écart entre pauvres et riches dans la vraie vie? Oui, c'est une très bonne question. C'est sûr que une des questions que ça pose, hein, c'est effectivement la question d'équité, une question d'équité entre les utilisateurs de façon plus générale, hein, pas nécessairement que sur les entreprises, puisqu'on sait que notamment tous les utilisateurs n'ont pas la même maîtrise de l'IA et que ça peut mener à ça peut mener à des grosses différences de traitement. Voilà, alors je donne un exemple très concret de mes étudiants qui vont utiliser l'IA plus ou moins bien et donc à qui ça peut poser des problèmes. Du coup, enfin, je sais plus trop, je suis en train de me dire, je sais plus exactement quelle était la question. Je suis désolée, je l'ai pas noté, donc du coup. Est-ce que cette approche qui est plébiscitée ne va pas augmenter cet écart qu'on observe, qui était mentionné entre les grandes entreprises et les PME, mais peut-être au sein des étudiants également? Oui, bah, effectivement, enfin, je veux dire, en fait, je dirais que, enfin, je pense que le fait au contraire, d'avoir une réflexion sur la façon d'utiliser l'IA et sur dans quel contexte ça peut être pertinent ou pas, c'est justement plutôt positif et ça va plutôt viser à réduire la différence d'utilisation et du coup les conséquences de cette utilisation entre les différents utilisateurs. Parce qu'actuellement, c'est un peu utilisé n'importe comment, quoi, disons. Stéphane, Non, peut-être brièvement? moi, je pense que si on envisage la sobriété dans une perspective de re-questionnement des usages, de priorisation des usages, c'est ça, avec une véritable approche qui consiste à se dire où sont les priorités, quelles priorités, où sont les priorités pour qui, où sont les priorités quand. Et à mon avis, c'est porteur certainement d'un peu plus d'équité et de justice que le système actuel qui consiste essentiellement à laisser aller, puis à développer, et qui arrive à produire ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire que les grandes entreprises ont davantage de ressources pour exploiter de façon plus efficace les technologies IA actuelles que ne l'ont les petites entreprises. Mais dans une perspective où on se questionnerait sur les usages, sur leur priorisation, ce serait également une priorisation en fonction de besoins. Et donc il me semble qu'on serait dans une posture certainement plus propice à limiter ces écarts. Mais bon, c'est peut-être très utopique là. On pourrait l'espérer. Non, pardon.
Oui, allez-y, pardon. J'avais pas vu que c'était vous. Allez-y. Super, merci. Ben, vous y avez touché brièvement. En fait, moi, je m'intéresse à la notion de la diversité. Quand on parle de sobriété numérique, puis vous venez de le dire, plus utile pour qui? Nécessaire pour qui? Est-ce que donc conçu avec les moyens accessibles et essentiels pour qui? Sachant à quel point la technologie ferme beaucoup les femmes, à quel point la notion d'accessibilité puis de fracture numérique est encore centrale et tend à s'accentuer à vitesse grand V. Toutes ces notions-là nécessitent qu'il y ait une diversité de gens qui réfléchissent à ces questions-là et qui les conçoivent et qui les testent. Donc, vous qui enseignez et qui faites la promotion et travaillez d'arrache-pied sur ces notions essentielles de sobriété numérique, comment vous adressez la notion de diversité? Puis, quels sont les moyens ou les méthodologies, quels sont les aspects qui sont développés qui assurent que cet aspect-là de l'historique technologique et technique ne se répète pas? Merci. Tu peux y aller, ou moi je peux y aller, ou Anne-Laure, peu importe. Là, mais... Oui, c'est une question complexe, là, puis je ne pense pas que je vais avoir une réponse qui va vous satisfaire et qui va englober tous les enjeux, mais c'est sûr que si on est toujours amené à se poser des questions sur le rôle de la technologie. Qu'est-ce qu'on veut en utilisant l'IA? Qu'est-ce que l'IA ou le numérique ou peu importe la technologie? On peut se poser la question, qu'est-ce que cette technologie va faire pour nous réellement? Est-ce qu'elle va nous amener dans un monde où on a plus de liberté, plus de démocratie, moins d'inégalité, plus de justice sociale? Ou est-ce que l'usage de ces technologies va faire de nous, et pas pour nous, des consommateurs aliénés qui vont faire des choix parce que les algorithmes leur ont dit de le faire? Donc, c'est sûr que c'est une question qui paraît un peu évidente, et puis c'est pas toujours évident après de peut-être se la poser dans le quotidien, puis d'appliquer peut-être les constats qui en découleraient. Mais ça va croiser un peu la question précédente aussi. Si on se dit, OK, moi je rentre pas dans le jeu, donc je joue pas à ce jeu-là, mais les règles du jeu restent les mêmes. À ce moment-là, la PME va avoir, ou les gens de la société civile ou autres qui ne vont pas vouloir rentrer dans le jeu à 100% du numérique vont être comme pénalisés parce que les règles du jeu global restent les mêmes. Mais si on imagine, et par exemple concrètement, que lors des achats publics, on priorise des PME qui ont fait des efforts pour maintenir autre chose que juste de rentrer dans la grande moulinette du numérique, et qu'on les privilégie pour leur donner des contrats, que les consommateurs disent « Ah, cette entreprise, elle n'est pas à fond dans le recours à l'IA, elle n'est pas dans un produit fade, elle est dans une approche plus artisanale, je vais l'encourager. » À ce moment-là, les PME n'auront pas de pertes, ou les groupes qui subissent la fracture, finalement, vont pas se retrouver pénalisés parce que les règles du jeu vont faire en sorte que ça ne favorisera pas forcément que ceux qui ont opté à fond pour l'IA, que ceux qui maîtrisent la technologie, que ceux qui maîtrisent le numérique. Donc c'est un peu, il faut agir à plusieurs niveaux, former, informer les consommateurs, les citoyens, puis en même temps changer les règles du jeu peut-être dans l'octroi de marché public. Enfin, ça peut couvrir beaucoup de territoires. Peut-être deux petits éléments de réponse. Un qui est plus sur le plan de l'enseignement. Bon, j'enseigne de moins en moins, mais j'enseignais un cours qui était intégration de données, dans lequel on faisait de la priorisation. Les étudiants étaient amenés, à partir d'un problème concret, à identifier des sources de données et à les prioriser, à les catégoriser. Et moi, j'insistais toujours sur une chose. Vous savez, on parle beaucoup de design universel. Et puis, je trouve que la pire chose qui soit arrivée dans le design, la moins inclusive, c'est le design universel. Et en regard de ça, il y a le design inclusif, par contre, qui se pose davantage la question de, non pas d'essayer de trouver des solutions qui vont à tout le monde, parce que si elles vont à tout le monde, elles vont en général à des utilisateurs moyens, on va dire, donc des gens comme moi, tu sais, blancs, hommes. Donc ça, c'est un élément, tu sais, se dire... se poser la question de vraiment identifier les utilisateurs, utilisatrices, quel type d'usage, pardon. Ça, c'est un premier élément. Puis le deuxième élément, en termes de recherche, j'ai un étudiant au doctorat qui travaille actuellement sur un sujet que je trouve vraiment passionnant. C'était parti de l'idée de travailler sur les déserts de données.
donc comprendre pourquoi il y a des données qui n'existent pas sur certains territoires ou couvrant certaines thématiques. Et on travaille aujourd'hui davantage sur l'identification et la caractérisation des absences de données. Qu'est-ce que ça signifie, une absence de données? Et un exemple, un cas d'usage qui a été utilisé dès le début, c'est celui de GeoChicas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette initiative-là, qui est partie, je pense, de Colombie. Des groupes de femmes qui se sont rendus compte qu'elles n'étaient pas capables d'utiliser des données d'OpenStreetMap, que les données disponibles dans OpenStreetMap ne leur permettaient pas d'exprimer les enjeux qui étaient spécifiques à leur communauté. Et donc, elles se sont dit, on va générer les données qui nous manquent. Et donc, elles ont développé cette initiative qui a fait un peu boule de neige, si je puis dire, en Amérique du Sud. Et donc, ce phénomène GeoChicas s'est amplifié, puis a permis effectivement de répondre à des enjeux qui étaient invisibilisés, alors pas nécessairement dans les modèles d'IA, là en l'occurrence, mais par l'absence de données tout simplement. Et comme évidemment tous les modèles informatiques travaillent à partir de données, si les données n'existent pas, les enjeux n'existent pas et les problèmes n'existent pas. Donc c'est deux éléments de réponse. Merci Stéphane. Alors, je vais vous laisser réagir dans quelques minutes. Je ne sais pas si vous voyez la salle, mais on a encore 4 personnes qui aimeraient poser une question, puis on va s'arrêter là juste parce que la séance va terminer dans quelques minutes. Donc, je vais vous inviter à les poser en rafale, puis Anne-Laure, je vais vous donner la priorité pour répondre. Vous pourrez peut-être choisir ou essayer de faire des ponts entre les questions qui vous seront posées si vous en êtes en mesure. Allez-y. Merci. Alors, Christophe Abrassard, École de Design, Université de Montréal. Oui, on va poser nos questions en rafale. Alors, première petite question. On a parlé d'économie de la fonctionnalité, passer du produit au service, vendre l'usage, le reconditionnement, le partage, etc. Mais est-ce que c'est encore une façon d'éluder, de ne pas parler, d'évaluer de façon critique le besoin? Communauto, plateforme d'autopartage, propose des VUS. Common propose des Fairphone, certes, mais des smartphones. On peut avoir des téléphones beaucoup plus simples. Voilà. Est-ce qu'il y a une limite encore dans l'économie de la fonctionnalité parce qu'on n'interroge pas assez la fonction? Et une question plus à Anne-Laure. Pour la norme IA frugale, il y a dans le critère de la frugalité la question des limites planétaires. Comment on concrétise cette notion de limite planétaire et quand on fait un projet? Est-ce que c'est par exemple se situer par rapport à un budget de carbone par habitant par an de 2 tonnes en se disant ce ne doit pas excéder cette IA 1% de ce budget de carbone, se doit rentrer dans un mode de vie vivable avec une contrainte? C'est-à-dire comment on concrétise concrètement cette notion de limite planétaire qui peut sembler très abstraite et très compliquée à mettre en œuvre pour un informaticien ou une informaticienne. Voilà. Merci. Deuxième question. Oui, super rapidement. On l'a évoqué, mais on dirait qu'on l'évacue très rapidement depuis hier encore aujourd'hui, le fait que les besoins se structurent hyper en amont par des forces extrêmement puissantes. C'est tout le sens derrière ce qu'on a appelé via capitalisme algorithmique, qui a tout plein de noms par ailleurs. Donc, des nouveaux pouvoirs qui exacerbent cette dynamique-là. Vos deux approches, en particulier en salle, d'enseigner autrement la géomatique, d'enseigner autrement le génie, c'est déjà plus en profondeur, très porteur. Donc, mais moi, la question qui me vient, c'est, d'un, il faut prendre acte du fait que ça questionne ces pouvoirs-là très profonds et très ancrés, sous l'angle de l'épistémologie carrément, du rapport au savoir. Ça vient changer l'imaginaire de la science qui se construit, pas juste les technologies et les besoins très en amont. Fait que c'est bien, mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas ici de l'échelle de maturité technologique qui va de TRL1 à TRL2, puis qui est absolument structurante pour tout ce qu'on évoque aujourd'hui sur le hardware de l'IA, sur tout ce qui est promesse technologique. C'est comme ça qu'on subventionne. C'est comme ça que nos doctorats, nos candidats à la maîtrise sont biberonnés, on va dire. Fait qu'il y a comme cette espèce de logique cycle de vie au niveau des schèmes de pensée qu'il faut amener aussi. Là où l'impact se trouve, c'est pas toujours au niveau des citoyens et de l'inclusion large. Puis là, on touche à un à un socio-solutionnisme, que de s'en remettre très rapidement à l'inclusion très large, tous les citoyens, c'est ça qui est le mieux. Mais c'est comme la donnée, trop
trop et pas bigger is not better. Fait que comment est-ce qu'on fait pour résister à cette espèce de réflexe de pensée vers lequel on tend en ce moment? Merci. Oui, c'était des questions très larges, mais très pertinentes. Troisième question, allez-y. Bonjour, j'espère que vous avez pris des notes des 2 premières questions. Cameron Camillo, Université TÉLUC, votre approche m'a ramené 15 ans en arrière, pour être honnête avec vous. Merci pour ce moment nostalgique, parce que ça m'a rappelé que quand je débattais pour avoir un téléphone portable avec mon père, il fallait savoir s'il y avait un besoin, pas besoin, est-ce que c'était pour être cool, c'était pour appeler qui, les amis, est-ce que c'était la famille, etc. C'est un peu la même chose. Il y a un aspect qui n'est pas mentionné, parce que ça rajoute de la complexité, et peut-être qu'on a aussi honte de ça, d'une certaine manière, c'est que l'IA, on n'est pas dans une échelle organisationnelle qui va peut-être donner à l'échelle individuelle l'utilisation de l'IA, à savoir si personnellement on va l'utiliser ou non. Ça a déjà été imposé à tout le monde. Moi, je travaille dans une université, les étudiants l'utilisent. Et l'utilisent tout simplement pourquoi? Parce qu'il faut avoir la meilleure note, et puis notre cerveau est constitué comme ça. Si je peux faire moins de travail et avoir une super bonne note, allez, vas-y, peu importe. Si mon prof ne s'en rend même pas compte, alors là encore plus. Mais la réalité, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, là, on parle, il faut analyser le besoin et du peut-être et du pourquoi. Est-ce que la personne derrière son ordinateur, pour gagner 3 minutes, va pas le faire? Mais la réalité, le besoin doit se poser en amont, ça c'est certain. Mais c'est que surtout l'approche, c'est pas les professionnels qui vont donner à l'individuel l'utilisation de l'IA, c'est qu'elle est déjà présente dans un aspect intime, personnel, sur nos téléphones, même si on n'en a pas envie. Donc la question, c'est est-ce que vraiment un niveau frugal, sur quelle échelle? Parce que là, on va dire systémique, organisationnel, puis individuel, puis on va dire, bon, toi, utilise pas, mais l'autre va utiliser. Le problème, c'est qu'on l'aborde d'une manière assez mature en disant, bon, là, il faut réfléchir si on donne ou pas aux citoyens l'utilisation de l'IA, mais elle est déjà là présentement. Donc, il faut accepter les dégâts tels qu'ils sont, puis savoir maintenant qu'est-ce qu'on fait. Voilà, mais ça, c'est complexe, je sais. Merci. Dernière question. Oui, bonjour. Elani Mejia, je travaille à la CDC Centre-Sud, qui est un regroupement d'organismes communautaires ici à Montréal. Et j'ai été très interpellée par la low-tech et l'approche que vous avancez, Philippe Terrier, sur passer d'abord par des solutions à des vrais problèmes en passant par la sociosphère. Donc, je suis curieuse par quel type de solutions dans cette sphère-là peuvent être avancées par le milieu de l'ingénierie, par exemple. Merci. Merci beaucoup, merci pour la question. Anne-Laure, vous allez pouvoir commencer. Ça va être le dernier tour de parole de chaque panéliste. Je vais vous demander d'être brève et bref. J'en suis vraiment désolé, on a déjà passé le temps. Mais donc, à partir des différentes inspirations que vous avez pu tirer des questions, la parole est à vous, Anne-Laure. Oui, merci. Je vais quand même répondre rapidement sur la question qui m'était explicitement adressée sur la norme IA frugale. Alors effectivement, cette référence aux limites planétaires, elle n'est pas simple. On en a beaucoup discuté. Alors c'est quand même des choses qui ont déjà été utilisées, par exemple dans les travaux de mon doctorant Clément Morand. Il a utilisé cette notion de limite planétaire simplement pour donner des équivalences quand on calcule des empreintes de création de modèles d'IA ou ce genre de choses-là. Donc, ça peut être utile quand même, ne serait-ce que pour des aspects de sensibilisation. La grosse raison pour laquelle on a introduit cette notion de limite planétaire, c'était pas forcément avec une idée de budget carbone derrière, etc., mais plutôt pour dire que en fait, les applications qui doivent utiliser l'IA, ça doit être des applications qui restent dans des scénarios, qui sont dans des scénarios soutenables. Pour être très clair, l'idée était de dire on ne peut pas faire de l'IA frugale si c'est pour de la prospection pétrolière, pour ce genre de choses-là, quoi. Donc c'était vraiment, c'était plus dans ce sens-là que sur une question de budget carbone par habitant. Voilà, je sais pas si j'ai le temps de répondre à plus de questions que ça, donc je vais peut-être m'arrêter là. Je vais passer la parole à Stéphane. Merci beaucoup pour votre réponse. Oui, j'ai été interpellé par la question du collègue de la TÉLUC. Effectivement, je crois que tout l'objectif, ou en tout cas l'idée qu'on a à l'Obvia, enfin avec Christophe en tout cas, de travailler cette notion de sobriété, de la travailler à différentes échelles, avec différents publics, de différentes manières, donc dans des ateliers, il va y avoir des ateliers dans les bibliothèques publiques avec les citoyens, le procès
fictif, ce colloque qui est davantage un colloque scientifique, c'est un peu de jouer, j'allais dire, le cheval de Troie. C'est-à-dire que il y a 3 ans encore, quand on a commencé à évoquer cette, et on s'en parlait hier avec Christophe, cette idée de sobriété, on n'aurait pas pensé que non seulement il allait y avoir un colloque aujourd'hui de ce type-là, on n'aurait pas pensé que la commission de l'éthique, sciences et technologies du gouvernement du Québec, dans son dernier avis, un avis qui lui avait été demandé sur l'empreinte environnementale du numérique, titre son avis, enfin dans le titre de son avis mentionne sobriété, et donc je pense que c'est effectivement une approche très systémique, vous avez raison, l'IA est là, et c'est pas nous qu'allons dire, ça serait utopique du jour au lendemain d'avoir une approche un peu d'injonction disant cessez toute utilisation de l'IA parce que nous, professeurs d'université, considérons que c'est le mieux pour vous dans l'avenir, mais c'est plutôt de se dire il faut qu'on change à différents niveaux, certainement au niveau politique. Il va falloir qu'il y ait des actions au niveau politique. Elles existent déjà plus ou moins. Vous avez vu, je le citais hier, là, mais sur j'ai oublié le titre, là, le PGIR, là, qui est l'espèce de réflexion stratégique sur la transition énergétique que le ministère a mis en œuvre. Ben, il y a un scénario qui est un scénario de sobriété. Je ne pense pas qu'il y a 2 ou 3 ans, on aurait imaginé au Québec que le ministère de l'économie, innovation et énergie puisse envisager même un scénario de sobriété énergétique au Québec. Donc c'est certainement petit à petit. Puis après, il y a le domaine des grandes entreprises, ça a été évoqué beaucoup hier, là, qui va devoir être travaillé d'une autre manière certainement, mais je pense que si et puis je vais terminer là-dessus, si cette espèce c'est comme les vers d'oreille, là, quand il y a des chansons, c'est une expression québécoise que j'adore, parmi beaucoup d'autres, mais le vers d'oreille, là, tu entends une musique un matin, et puis qu'elle soit bonne ou pas bonne, là, ben, peut-être que sobriété, si on en fait un vers d'oreille, et puis ça va finir par résonner dans différentes sphères, et peut-être que dans des prochaines recherches que vous ferez avec ton équipe, Anne-Laure, peut-être qu'on se rendra compte qu'effectivement, si sur des interfaces humains-utilisateurs, pour les développeurs, on donne une idée de l'empreinte carbone ou des émissions de tel ou tel modèle, ben, ça aura un effet plus important que ça ne l'a aujourd'hui. Merci beaucoup. Philippe, à vous. Bon, donc j'essaye de répondre aux 4 questions, mais je ne sais pas si je vais réussir. Rapidement, alors peut-être la question de Christophe au début, là, sur l'économie de la fonctionnalité, c'est critiquable. Oui, c'est sûr. Peut-être qu'on va développer avec cette approche-là, on garde la propriété du produit, on répond soi-disant en tout cas à quelque chose dont le consommateur a besoin, mais est-ce que c'est un vrai besoin? Puis on dit qu'on fait ça au nom de la réduction de l'impact, mais peut-être qu'on reproduit le même problème. Pour Communauto, je sais qu'ils ont des SUV, j'ai cru comprendre qu'ils ont pris ce qu'ils ont trouvé à une époque où il y avait pénurie de petits véhicules. Peut-être qu'il y avait une autre stratégie, mais je crois que finalement, c'est plus la contrainte qui les a amenés vers ça. À vérifier, c'est ce que j'avais entendu, ça me surprenait moi aussi de ce choix-là. Pour plusieurs questions où on se dit, bon, on prend une trajectoire, par exemple la question numéro 2 sur, OK, actuellement on raisonne beaucoup avec le réflexe technosolutionniste, peut-être qu'on essaye d'être plus woke là, en se disant je vais faire socio-solutionniste, mais c'est peut-être pas mieux, c'est un peu ça si j'ai compris la question, mais je me dis, en low-tech, ce qu'on propose, c'est la stratégie qu'on appelle du Y. Il y a un chemin, il est là, puis c'est difficile de s'en sortir. Essayons un autre chemin en parallèle du premier. Donc, comme tout est très technosolutionniste, ça ne fait pas de mal de faire un peu de socio-solutionniste, même si c'est peut-être discutable, puis qu'on est influencé par la façon dont on construit la connaissance, l'épistémologie, puis on est pris en tout cas dans tout un système. Ce n'est pas une réponse peut-être fantastique, mais en low-tech, on dit la stratégie du Y, ça peut être pas mal. La question numéro 3, le discours que M. de la Telluc avait avec son père là, sur est-ce que j'ai besoin d'un téléphone ou pas. En fait, le droit à la déconnexion, je fais un parallèle avec ça, le droit à la déconnexion, c'est bien beau de dire, regarde, peut-être ça ne répond pas à un besoin, puis tu n'es pas obligé d'en avoir un, mais finalement, oui, je suis pas obligé d'utiliser l'IA en tant qu'étudiant, mais comme mes collègues l'utilisent, ça me pénalise, fait que ça prend des sacrées convictions pour dire, non, moi je m'en tiens à mes convictions. Alors, comment on peut changer? Comment, moi, par exemple, je gère ça? J'organise des examens oraux individuels, pas d'IA, puis tu n'as pas besoin de prendre la décision de ne pas l'utiliser, personne ne peut l'utiliser. Comme ça règle la question.
Bon, c'est lourd à gérer logistiquement, mais je me tiens à ça. 50 étudiants, ça me prend des heures, là, mais bon, j'ai pas de correction de copie par la suite, puis je corrige pas la réponse à ChatGPT. Donc, ça fait déjà ça. Après, c'est du low-tech. On s'assoit un à un et humainement, c'est fantastique. Au début, les étudiants sont un peu surpris, puis c'est 20 minutes par étudiant, puis ils trouvent ça, c'est intéressant, puis je les rencontre, je les connais, puis ils me parlent aussi d'autres choses qui n'ont pas lien avec le cours, puis ça me permet d'avoir une perspective plus holistique sur qui ils sont, leur cheminement, tout ça. La question numéro 4, sur comment on fait pour mettre en application la partie sociosphère dont je vous parlais en ingénierie, en low-tech. En ingénierie durable, on a un des principes qui s'appelle, parce qu'il y a 7 grands principes qui alimentent la réflexion de l'ingénierie durable, mais il y en a un, c'est consultation des parties prenantes. Alors je vous dirais, la façon de décliner, d'agir dans la sociosphère, d'un point de vue low-tech et ingénierie durable, c'est de consulter les parties prenantes, les gens. Concrètement, on a développé par exemple un petit système de chauffage pour les personnes en situation d'itinérance. À Montréal, c'est un des gros projets de notre labo. Là. Et puis, on aurait pu très bien penser, nous, ce qui était bon pour eux. Mais on est allé rencontrer les gens concrètement par l'intermédiaire d'intervenants de terrain. Donc, c'est plus long. Et puis, ça a complètement changé ce que nous, on pensait être le besoin au début. Et donc, on a réadapté le besoin aux besoins exprimés par le terrain. C'est pas plus compliqué que ça, à ma connaissance. On consulte les parties prenantes, les bénéficiaires, puis voilà. Et peut-être pour finir, beaucoup de questions qui touchent la notion de la durabilité ou peut-être notre interaction avec l'IA, bien souvent, en tout cas pour moi, je vois que la réponse est souvent philosophique. Avec 2 grandes postures. Soit on est conséquentialiste, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, de toute façon, c'est ça l'état du monde et il va se passer ça. Puis je ne peux pas, même moi, si j'utilise plus l'IA, ça ne change rien à la trajectoire de l'humanité. Donc pourquoi y renoncer? Approche conséquentialiste, pourquoi y renoncer puisqu'il n'y aura pas de conséquences globales? Mais il y a une autre approche qui répond aussi parfois à tout ce qui est éco-anxiété. Pourquoi je vais sortir mon bac à compost si mon voisin s'achète un gros SUV puis qu'il jette tout? Les gens vont se dire, ça ne sert à rien. Mais si on est en posture déontologique, on se dit, je fais parce que c'est ça qui me paraît être la bonne chose pour être en conformité avec mes valeurs. Et si on est en conformité avec nos valeurs, qu'on se dit, l'IA, moi, je ne veux pas trop le soutenir parce que ce n'est pas en harmonie avec mes valeurs. Si on agit quotidiennement en conformité avec nos valeurs, oui, peut-être qu'on renonce à des choses, mais d'un autre côté, on n'est pas en dissonance cognitive et on est tellement plus heureux. Donc, c'est plus philosophique la réponse que j'arrête parce que je vais essayer de changer l'humanité. Non, si nous, ici, on n'utilise plus l'IA, s'en foutent chez OpenAI. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à vous 3, Anne-Laure, Stéphane et Philippe. Merci à vous pour vos questions.